Comment savoir si une personne t'aime vraiment? Vous avez probablement vu déjà beaucoup d'articles, beaucoup d'études, et tout le monde cherche à trouver les signaux. Quelles sont les phrases? Quels sont les gestes? Quels sont les comportements? Je vais tenter de faire quelque chose aujourd'hui dans cette vidéo. C'est ce qui s'appelle une vidéo tour de magie. Je vais tenter de changer complètement ce que vous pensez à ce sujet. Je ne vous en dis pas plus. Voyons si à la fin de la vidéo, vous mettrez un petit commentaire pour me dire que ça a changé quelque chose dans votre vie. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il est important de savoir si l'autre nous aime? Parce qu'il y a deux cas de figure. Soit l'autre m'aime, et dans ce cas-là, je peux supporter des crises, des disputes. Je peux mettre de l'effort, de l'énergie, de l'argent, du temps, de l'amour là-dedans, de la tendresse, parce qu'il y a un sentiment sincère en face de moi. Alors que si l'autre ne m'aime pas, ça change tout. Ça signifie que l'autre me manipule, n'a pas les bonnes intentions, souhaite profiter de moi, et surtout, ça signifie que je vais souffrir quelque part par la suite. Qu'on soit en couple, ou même qu'on soit en pleine dispute, ou qu'on soit en rupture, la question de savoir si l'autre nous aime ou pas est primordiale. On va tenter aujourd'hui de vous faire découvrir si l'autre est amoureux de vous ou pas. Avant de démarrer cette vidéo, si vous le souhaitez, vous connaissez la consigne, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur ce petit bouton notification et laissez-moi un commentaire juste en dessous. Le tout premier critère, pour savoir si l'autre nous aime ou pas, c'est de déterminer si l'autre nous pousse plutôt vers le haut ou nous tire vers le bas. Il y a cette phrase que j'adore, que j'ai mise dans beaucoup de mes vidéos. Il y a des gens qui te tirent vers le haut et ceux qui te tirent vers le bas. Il n'y a pas de milieu, pas d'entre-deux. Il y a beaucoup de sujets en psychologie où il y a une zone grise, il y a un pourcentage, il peut faire quelque chose plus ou moins. Mais là, en l'occurrence, il n'y a que deux cas de figure. Soit l'autre t'emmène vers le haut, vous progressez ensemble, soit il t'emmène vers le bas. Est-ce qu'il augmente ta confiance en toi? Est-ce qu'il est là pour t'aider? Est-ce qu'il t'aide à être toi-même, sans artifice, sans devoir se maquiller, sans devoir s'inventer un nouveau caractère pour que l'autre te supporte? Oui. Si c'est le cas, dans ce cas-là, c'est qu'il y a de l'amour. C'est que tu peux être naturel dans ton couple. Alors là, généralement, les gens me disent, oui, mais Antoine, c'est compliqué à déterminer parce que au début, je me sentais bien dans ma peau avec lui, mais après ça, je l'ai moins été. Il a commencé à me critiquer. Donc en gros, il a fait quelque chose au début, et puis pile l'inverse après. Comme si aujourd'hui, je n'étais pas suffisant, pas suffisante, critique mon corps, mon apparence, mes attitudes, mes phrases, mon travail, et ça se passe mal. Ce qu'il faut savoir et qui est très important par rapport à ça, c'est qu'au début d'une relation, on ne montre pas son vrai visage. On montre un cinéma, un masque. C'est un peu comme lorsqu'on vend une voiture, on va montrer les bonnes parties de la voiture. Regarde-moi cette voiture en super bêta, seulement 23 000 km. On ne parlera pas de la réparation qu'on a loupée dans le moteur, ni de la rayure qui est un peu cachée en dessous. On va montrer juste l'idéal de la voiture. Là, c'est pareil. Il y a la phase qui s'appelle de lune de miel dans tous les couples. Au début, on montre le meilleur de nous-mêmes. On fait des efforts pour bien ranger la chambre. Lorsqu'on se réveille le matin, on fait un petit plat à l'autre. Et puis, au bout de quelques temps, l'autre se relâche un peu. Il se dit, c'est bon, je peux redevenir naturel. Et peut-être que tu as finalement découvert le vrai visage de ton partenaire après cette fameuse phase de lune de miel. Généralement, il y a lune de miel au début, puis une phase de transition vers qui c'est vraiment, à qui tu as réellement affaire, qui peut au passage aussi passer par un conflit. Parce que tu dis, écoute, il y a eu un problème sur la marchandise. On m'a pas vendu ça au début. Tu m'as vendu que tu me faisais des pancakes tous les matins. Là, je remarque que tu es plutôt du genre égoïste à péter au lit et à partir sans même me regarder. C'était pas ça que tu m'avais vendu au début. Il est donc naturel, c'est normal qu'on soit différent au début, puis qu'on change par la suite. Même toi, au passage, tu n'es pas forcément le même au bout de 6 mois que celui que tu as été ou celle que tu as été au tout début. Si jamais on passe cette transition, ça fonctionne. Imaginez un avion qui survole des montagnes et tout d'un coup, à la fin de la phase de lune de miel, l'avion plonge vers le bas. Le pilote tente de tirer sur le manche pour remonter l'avion et si jamais il ne s'écrase pas, dans ce cas-là, vous avez une chance de rester ensemble pendant longtemps. On a vu qu'il y avait la phase de lune de miel, la transition vers le fait de devenir naturel, donc le vrai visage, mais après, il peut aussi intervenir d'autres choses. Parce que il y a parfois des problèmes chez nous qu'on n'a pas résolus dans nos autres relations. Comme par exemple, la peur de souffrir. Admettons que ton partenaire ait été trompé, qu'il ait souffert, que ça a été compliqué dans ses relations d'avant. Si jamais ça se passe bien avec toi, il peut créer des problèmes pour te tester, parce qu'il a peur de souffrir une nouvelle fois. J'ai réellement, très souvent,
en coaching des gens qui me disent « Voilà, j'en veux à mon copain parce qu'il se comporte comme ci et comme ça. » Et si je creuse un peu plus, le vrai problème, ce n'est pas ce qu'on m'adresse au moment où on me fait ces reproches. On me dit « Voilà, c'est ça qui s'est passé, il s'est comporté comme ça en soirée. » Non, la réalité, c'est une peur. La peur de souffrir. Cette femme, en l'occurrence, est folle amoureuse de son mec, mais elle va créer des problèmes parce qu'elle a souffert précédemment. Et il est parfois plus simple de venir se disputer dans son couple, de créer des problèmes, que de s'ouvrir. Oui, tu as bien entendu. Parfois, lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on est fou amoureux de quelqu'un, il est plus simple de créer du drame et des problèmes que d'ouvrir son cœur. Donc parfois, on peut être extrêmement amoureux de quelqu'un et faire des disputes. Quand on fait ce travail en coaching, beaucoup de gens me disent « Antoine, je suis désolé, je viens de comprendre. En réalité, j'ai peur de me laisser aller, j'ai peur de m'ouvrir, j'ai peur de tomber amoureux et de tout donner dedans, parce que si je tombe fou amoureux, si je donne mon cœur à cette personne, l'autre pourrait le piétiner. » Et dans ce cas-là, lorsqu'on est chacun sur ses peurs, deux personnes qui s'aiment peuvent se manquer et finir par se séparer. Deuxième critère, l'autre veut passer du temps avec toi. C'est quand même plutôt bon signe. Généralement, on passe du temps avec les personnes qu'on aime. On reste avec les amis qu'on aime. On reste dans le couple avec celle ou celui qu'on adore. Et il faut savoir une chose, c'est que la quantité que toi tu estimes pour passer du temps avec l'autre n'est peut-être pas la quantité que l'autre estime. Je t'explique. Si jamais l'autre est avec toi 3 jours sur 7, ce qui est peut-être déjà beaucoup pour lui, peut-être que toi, dans ton référentiel, 3 jours sur 7, ce n'est pas assez. Tu aurais aimé 7 jours sur 7, la semaine complète ensemble. À ce moment-là, ce qu'il va se passer, c'est que tu vas analyser l'autre par miroir. Si dans mon référentiel, si dans ma tête, il faut passer par exemple 7 jours sur 7 ensemble quand on est amoureux, s'il ne le fait pas, ça signifie qu'il n'est pas amoureux de moi. Ou alors lorsqu'on est ensemble, je prends mon propre référentiel. Si moi je suis devant mon téléphone quand je suis en couple avec quelqu'un, c'est que je m'en fiche de l'autre. Or, comme mon partenaire est sur son téléphone, ça signifie donc que mon partenaire ne m'aime pas parce qu'il ne prend pas soin de moi, il préfère regarder son écran. Alors qu'en réalité, c'est peut-être différent dans son référentiel à lui. Il faut donc trouver un équilibre. L'idée, c'est pas d'être complètement laxiste, de dire à l'autre, écoute, passons tout le week-end sur nos téléphones, chacun dans notre coin, ça se passera bien. Ni même d'être toujours ensemble en train de parler. Il y a probablement un juste milieu. Et un couple qui fonctionne, c'est une question d'équilibre. Si jamais tu penses que c'est pas assez, parle-en à l'autre, sans arriver dans l'une des deux extrêmes, toujours collés ensemble ou absolument jamais ensemble. Il faut donc apprendre à en parler, à communiquer, à avoir une communication qui est non violente. Lorsque tu es sur ton téléphone, je ressens de l'abandon. J'ai l'impression que tu ne passes pas un bon moment avec moi. Est-ce qu'on peut en parler? Là, c'est pas violent, tu n'as pas accusé. Tu n'as pas fait une crise. Tu as dit « je ». Voici ce que je ressens lorsque tu es sur ton téléphone. Tu es en train de livrer ton mode d'emploi. Il faut aussi apprendre à passer des moments de qualité. L'idée, c'est pas d'être toujours ensemble, collés, à rien faire, ou à se regarder dans le blanc des yeux. L'idée, c'est peut-être que chacun fasse ce qu'il souhaite, mais quand vous êtes ensemble, vous passez un bon moment de qualité. Vous allez par exemple vous balader ou voir le meilleur film que vous adorez, ou dans votre restaurant préféré, ou simplement cuisiner ensemble, ou juste papoter pendant quelques heures. Mais ce moment, on le passe réellement ensemble. La plus grosse erreur des gens sur Terre, c'est de considérer que le simple fait d'être dans les mêmes 4 murs, dans la même maison, suffit pour être un couple. Il y a beaucoup de gens qui sont entre 4 murs qui ne se parlent pas, et on ne peut pas vraiment dire que c'est un couple. Pas parce qu'il y a un nom sur la boîte aux lettres qu'on est vraiment ensemble. On peut des fois s'ennuyer à deux et ne plus rien avoir à faire ensemble alors qu'on est au même endroit. Troisième point pour savoir s'il y a de l'amour, c'est de déterminer si on est dans un jeu de domination ou pas. Je regarde beaucoup de vidéos sur Internet, j'étudie beaucoup de rapports, je regarde beaucoup de blogs, beaucoup d'études, beaucoup d'articles, et je remarque que quand je vais sur les vidéos très féministes, c'est girl power. Les hommes doivent se comporter comme ça, ils doivent t'offrir tel type de cadeau, tu es une princesse, ils doivent être à tes pieds. Et quand je vais chez des vidéos qui sont très masculines, très machistes, j'entends pile l'inverse. La femme doit te faire à manger, elle doit être à tes ordres, elle a bien de la chance d'être avec toi. Finalement, est-ce qu'on est dans un rapport équilibré? Non. Dans un cas, c'est une version où la femme domine, dans l'autre cas, celle où l'homme domine. On peut imaginer qu'un couple équilibré ne marche pas sur une domination. Alors qu'on se mette d'accord, dans un couple, on peut être dominé par l'autre. Et ça peut marchoter, fonctionner vaguement pendant quelques temps. Est-ce que les deux seront heureux? Probablement pas.
Mieux vaut trouver un mode de communication équilibré où les deux seront heureux. Il n'y en a pas un qui domine par rapport à l'autre. Oui, c'est facile de passer son temps à faire peur à l'autre, à lui dire si tu te comportes pas comme ça, je te quitte. Je le contrôle. C'est moi qui lui dicte quoi faire. Je fais du drame pour exister, pour qu'il comprenne bien ou qu'elle comprenne bien à qui il a affaire. Est-ce que ça rend les gens heureux? Non. Est-ce que ça marche? Oui, temporairement, ça peut marcher. Ça peut même mener au fait d'avoir un enfant, ça peut mener au fait de se marier, mais le résultat sera le même. Dans quelques années, ce sera le drame. L'autre n'en pourra plus d'être contrôlé. Avoir un couple qui marche dans l'équilibre, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Beaucoup plus compliqué que de dominer ou que de faire du drame. Faire un drame, c'est simple, il suffit de crier. Il suffit de jeter quelque chose par terre. Ça y est, c'est un drame. C'est très facile. Par contre, arriver à communiquer ensemble pour trouver un équilibre, ça, c'est compliqué. Est-ce que toi, tu veux le faire? Est-ce que l'autre veut le faire? Et là, tu as aussi une preuve d'amour. L'autre est d'accord pour communiquer et prendre en compte les besoins de chacun. Tu peux aussi avouer tes sentiments. C'est pas être dans la domination, ça c'est l'inverse, au contraire, c'est avouer des faiblesses. Si les deux savent dans le couple avouer des faiblesses, dans ce cas-là on progresse. Alors oui, avouer ses faiblesses, avouer ses peurs, avouer ses sentiments, qu'on soit un homme ou une femme, c'est quelque chose qui est délicat, parce qu'on se dit si l'autre ne m'aime pas, ou si l'autre me domine, ou si l'autre me manipule, il peut en profiter. Alors qu'en réalité, avouer ses faiblesses, c'est une force. Je te donne les clés de mon cœur, je te donne mon mode d'emploi, tu sauras comment ça fonctionne chez moi. Et maintenant j'observe, je regarde ce que t'en fais. Est-ce que t'en profites pour me rabaisser ou est-ce qu'on va en faire une force? T'as déjà dû vivre ça en couple, tu confies quelque chose, un de tes secrets, et l'autre te le reproche par la suite. Qu'est-ce que tu vis? Une trahison, c'est quelque chose qui est extrêmement dur. Il y a des gens qui le font bien sûr, et c'est un bon indicateur que cette personne n'est pas fiable. Maintenant il y a d'autres personnes, quand tu leur confies tes faiblesses, qui vont en profiter pour te prendre dans les bras, être flatté, avoir une petite larme à l'œil parce que c'est mignon de confier une faiblesse et qui ne s'en serviront jamais. Confie-toi, ouvre-toi et tu sauras si l'autre t'aime en fonction de son comportement par la suite. Quatrième signe pour savoir si l'autre t'aime, c'est qu'il te sécurise, que ce soit un homme ou une femme. Il écoute tes besoins. Si jamais il y a quelque chose qui va pas, il peut te faire une blague pour te dédramatiser, pour te faire sourire, même quand ça va pas. Il te met en priorité dans sa vie. Si jamais tu veux faire un test là-dedans pour savoir si l'autre est là pour toi, pour te sécuriser, pour te protéger, pour faire que tout se passe bien, essaye. Quand vous sortez avec des amis, au bout d'un moment, dis à l'autre « je suis fatigué ». Observe son comportement. Qu'est-ce qu'il va te dire? Est-ce qu'il va te dire « ah ça y est, comme toujours, ça y est, encore une fois tu me fais un drame. Eh ben vas-y, pars, moi je reste là ». C'est sécurisant ça ou pas? A priori, non. Si maintenant l'autre dit « écoute, je comprends que tu sois fatigué, écoute, on reste encore juste 3 minutes et après ça, on rentre ensemble ». Là, il y a quelque chose de chouette. Tu peux aussi tester des choses comme, tiens, j'adorerais qu'un jour on aille en Italie, à Londres, à New York, ou qu'on mange tel type de plat. Qu'est-ce que l'autre va en faire de ce besoin? Est-ce qu'il va l'écouter? Est-ce qu'il va l'enregistrer? Est-ce qu'au bout de quelques jours, il va se documenter dessus pour savoir quels sont les prix des tickets d'avion? Ou si c'est pour un plat, quels sont les ingrédients qui vont dedans pour te faire plaisir? Est-ce que l'autre t'inclut dans ses décisions? Est-ce qu'il supporte aussi tes moments qui sont difficiles? On a tous des moments difficiles. Il m'arrive parfois de ne pas être en forme, de râler, de faire un drame. Oui, ça m'arrive, c'est normal. Comment est-ce que l'autre se comporte en face? Est-ce que l'autre rigole, me fait une blague? Est-ce que l'autre me prend dans les bras ou est-ce que l'autre m'accuse? Encore une fois, Antoine, tu fais un drame. C'est un bon test de savoir. C'est aussi à moi de savoir gérer mes émotions. Si je fais un drame toutes les heures, pendant 10 ans, je peux estimer qu'au bout d'un moment, l'autre en aura marre et ce sera bien normal. Si maintenant j'en fais pas très souvent, mais que l'autre est gentil, accueillant et que ça se passe bien et qu'on en parle, génial, c'est que j'ai trouvé la bonne personne. Il y a aussi une notion de patience là-dedans à voir. Il y a une différence entre être gentil, patient, et être trop gentil. Si jamais tu es dans un couple, tu ne peux plus t'écouter. Tu es toujours obligé de faire ce que l'autre souhaite. Quoi qu'il se passe, c'est les décisions de l'autre. T'oses plus parler à tes copains, t'oses plus manger ce que tu adores manger, t'oses plus faire tes activités, tu n'oses plus rien faire parce que c'est l'autre qui décide. Est-ce que c'est bon ou pas? Pas du tout. Sois à l'écoute, ça c'est une bonne chose, sois gentil autant que tu peux, mais si ça va pas dans le bon sens, recadre. N'aie pas peur de se dire, si jamais je recadre et que l'autre part, c'est que c'était pas la bonne personne. Beaucoup de gens m'appellent et me disent, Antoine, je suis vraiment trop gentil, je ne peux pas m'en empêcher, je fais tout pour que ça se passe bien pour l'autre. Wow, stop. Non, t'es pas trop gentil. Là, t'es juste trop bête. Tu donnes 100% et tu oublies ta propre vie et tu te demandes pourquoi est-ce que la relation est déséquilibrée. Affirme-toi de temps en temps. Montre ce que tu veux. Pose des limites, mets des règles. L'autre t'aimera d'autant plus s'il y a 2-3 règles.
Petite question simple. Quand vous étiez jeune, quel était le prof que vous préfériez? Est-ce que c'était le professeur au collège qui était vraiment trop gentil avec tout le monde, qui se faisait marcher dessus par ses élèves? Est-ce que c'était celui, au contraire, qui était trop strict, qui mettait tout le monde au coin ou à la colle? Ou est-ce que c'était le professeur qui savait être gentil parfois et aussi recadré? C'est probablement, vous savez de qui je parle, vous avez en tête un professeur, je sais parce que ça me le fait aussi. C'était probablement ce professeur-là, celui qui savait être gentil et aussi mettre des limites. Si jamais ça se passe mal, stop, on met un stop, on prend de la distance quelque temps, on réfléchit, on fait son introspection et on revient pour communiquer dessus. Et est-ce que l'autre sera capable de communiquer aussi? Parce que s'il t'aime, il fera des efforts pour communiquer avec toi. 5e point pour savoir s'il t'aime. Il y a un livre génial qui s'appelle Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, un classique. On pense souvent par miroir, encore une fois, que si nous on est amoureux, on va faire certaines choses et donc l'autre devrait faire pareil. Gary Chapman a dit non, il y a différents langages dans l'amour. Par exemple, pour certains, être amoureux, ce sera dire des paroles valorisantes. Pour d'autres, ce sera créer des moments de qualité. Pour d'autres, ce sera faire des cadeaux. Oui, un homme ou une femme peut te faire des cadeaux et ne jamais dire qu'il t'aime. Parce que lui, son langage de l'amour, c'est les cadeaux. Ou au contraire, ce sera de le dire. Ou ça peut être des rendus. Ou le fait d'avoir un toucher physique. On n'a pas tous le même langage de l'amour, donc ne juge pas par rapport à tes propres critères, mais demande-toi quel est le langage de l'autre. Alors je sais ce que vous allez me dire. Antoine, j'ai bien compris les 5 langages de l'amour, mais il n'en fait pas assez. J'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus. Avant de juger, demandez-vous d'où est-ce que l'autre vient. Est-ce qu'il revient des portes de l'enfer, d'une relation très problématique, ou d'un passif, par exemple, ou une enfance où il était évitant, il y avait beaucoup de problèmes, et là il est en train de se livrer, ou est-ce qu'il ne fait aucun effort? Si par exemple tu rencontres un homme et que celui-ci n'a jamais emménagé avec quelqu'un, et que toi il t'accepte dans sa maison, c'est déjà un signe. Pour toi peut-être qu'emménager chez lui c'est naturel, parce que tu l'as toujours fait, chez lui peut-être pas. Si jamais elle t'a dit je t'aime, mais qu'elle l'avait jamais dit auparavant, de toute sa vie, elle a bougé sur une position, elle a fait quelque chose en plus, sauf que toi tu savais pas où elle était avant, ce qu'elle faisait avant. Mais peut-être dans le bénéfice du doute, dis-toi que cette personne a fait des efforts et a changé pour toi, même si c'est pas suffisant, c'est déjà énorme pour l'autre. Il est toujours plus simple de voir ses propres efforts que de voir ceux de l'autre. Je peux te donner d'autres critères, comme par exemple, comment se comporte-t-il lorsque tu n'es pas là? Est-ce qu'il dit du mal de toi? Est-ce qu'il sort faire la fête avec tes amis? Est-ce qu'il t'oublie? Ou est-ce qu'au contraire, il t'envoie des messages et il t'appelle? Comment est-ce qu'il parle de toi globalement au reste du monde? Maintenant qu'on a parlé de certains critères de l'amour, je vais vous dire les miens. Ce sont mes critères personnels, qui n'engagent que moi. C'est ma propre vision. Parce que tu peux aussi définir que tu as ta vision de l'amour. C'est-à-dire comment est-ce que toi tu souhaites être aimé. Je vous donne mes critères. Je suis écouté, c'est-à-dire que lorsque j'ai quelque chose à dire, un besoin, une envie ou que je ne suis pas d'accord, l'autre m'écoute. Quand il y a un problème, on sait communiquer pour les résoudre. Pour moi, c'est extrêmement important. Pour d'autres, peut-être pas forcément. Si demain tu sors avec un bûcheron qui parle jamais, peut-être que lui, communiquer, c'est pas son critère numéro 1, tu vois. On passe du temps de qualité ensemble. Si ça ne va pas, je sais ouvrir mes oreilles pour écouter l'autre et l'autre sait m'écouter aussi. Et surtout, j'ai confiance dans l'autre. Alors, s'il y a des tests qui existent par multitude sur Internet, dans lesquels tu peux découvrir à combien de pourcents il t'aime. Par exemple, est-ce qu'il t'aime à 32,92% ou est-ce qu'il t'aime à 84,7%? Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que par exemple, si jamais tu as affaire à une personne qui est dite avec un attachement évitant, probablement que son niveau d'amour sera plutôt faible. Mais si vous avez une vie heureuse ensemble, oui, certes, il bloque ses sentiments amoureux, il les restreint, il n'ose pas s'exprimer. Mais si vous avez une vie heureuse ensemble, génial, même s'il ne t'aime qu'à 32%. Au contraire, si jamais l'autre est dépendant affectif et qu'il t'aime à 99%, oui, il m'aime beaucoup, mais est-ce que c'est un amour qui est sain? Est-ce que ça m'en rend heureux? Est-ce que c'est pas un peu too much? D'autres personnes me disent aussi oui. Il m'aime énormément, mais il me tape dessus. Wow, stop, tu vois bien que l'amour seul ne suffit pas. Il faut le mettre dans son contexte. Et la vraie question, c'est, est-ce que tu es heureux dans cette relation aujourd'hui? Ou est-ce qu'il te manque des choses? Et s'il te manque des choses, est-ce que tu saurais communiquer avec l'autre pour changer ça, pour que ça progresse? La question est assez égoïste. Est-ce que je suis heureux
dans cette relation. Ça signifie j'arrête d'interpréter l'autre, j'arrête de l'analyser, j'arrête de savoir quel est le pourcentage d'amour, je cherche juste à savoir si je suis heureux. Parce que si je suis heureux, je vais rayonner, je vais apporter du plus dans mon couple. Et si l'autre est heureux, il va rayonner et il va aussi apporter du plus dans son couple. Et j'ai une question, ma question tour de magie, on va voir si elle te parle plus. Plutôt que de savoir si l'autre t'aime un peu, beaucoup, à la folie ou pas du tout, pose-toi la question suivante. Est-ce que si je prends les 12 derniers mois de notre couple, est-ce que je repasserai les mêmes 12 mois avec cette personne ou pas? Exactement la même année, avec les mêmes bonheurs et les mêmes problèmes. Et là, probablement que tu auras une réponse pour savoir si vous devez rester ensemble, continuer ou juste communiquer pour que ça change. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires. Salut à tous, bye.